fait, les effets sont très très ambivalents et étonnants. Le premier effet, il peut paraître un peu étonnant, c'est un effet de quasi-joie. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez-vous que vous êtes dans la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, et que vous entendez pour la première fois de votre vie, sans que vous l'attendiez, eh bien les sirènes qui annoncent des bombardements à venir, ou les sirènes qui annoncent le début de la guerre. Qu'est-ce que vous faites? Beaucoup, en fait, de gens fuient, paniquent, prennent les voitures et cherchent à s'enfuir, et d'autres, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, disent non, je veux pas partir, je sais pas ce que je veux faire, mais je peux pas partir. Et sur des boucles WhatsApp, ils se retrouvent entre amis pour essayer de se dire, mais on fait comment on gère la situation? Et en fait, progressivement, ils vont se dire, bah non, on reste, et puis on va essayer de répondre à ce qui est en train d'arriver. Et donc, des solidarités se forment, et donc des initiatives se prennent. C'est-à-dire qu'en fait, ils font des choses qui ont bien sûr des effets absolument significatifs, quand bien même, on vient juste ravitailler des quartiers qui sont bombardés. En fait, c'est gigantesque. C'est-à-dire que d'un coup, leur vie prend une ampleur qu'elle n'a jamais prise auparavant. Et ils deviennent d'ailleurs des sujets historiques. Donc ça gonfle l'orgueil. Ça produit en fait des formes des formes de joie parce que je suis enfin, en fait, un sujet qui est expressif, un sujet qui est vraiment actif. Je fais concrètement des choses. Alors, il ne s'agit pas de romantiser la guerre puisque, bien sûr, ça produit des solidarités et de l'action, mais ça produit aussi, bien sûr, des phases assez dépressives au sens où, bien, vous perdez vos amis, vous avez tous les endroits que vous aimez peuvent être détruits. Je me souviens d'une jeune femme qui avait à peine 20 ans et qui énumérait devant moi tous les lieux. Là, ici, c'était mon école. Là, ici, c'était le café où j'allais le matin boire un petit café. Là, c'était la maison de ma grand-mère. Et en fait, elle n'utilisait que l'imparfait, en fait, pour présenter ces moments d'autrefois. Donc, au bout d'un moment, mais comment votre stabilité psychique ne peut-elle pas être menacée par ce qui est en train de vous arriver? Et donc, c'est là aussi où on voit que, bien progressivement, les solidarités peuvent aussi se déliter, les rapports au monde peuvent se contracter. Les rapports au monde peuvent se contracter parce que vous n'avez plus de point de repère, parce que en fait vous vivez dans un monde effondré. Et vivre dans un monde effondré, eh bien au bout d'un certain temps, ça désoriente. Et comment on fait pour répondre à des orientations? Et parfois on se cramponne sur des textes, on se cramponne sur des petits groupes, on se cramponne sur des idéologies, on se cramponne en fait sur toute une série de choses qui sont un peu tangibles et qui nous aident à tenir. Le problème, c'est que justement on est en train de manquer quoi quand on fait ça? Eh bien, le principe de base qui est celui d'être ouvert, c'est celui d'avoir une lecture plurielle du réel, c'est celui finalement d'avoir des amitiés qui sont hétérogènes, qui ne sont pas simplement celles d'un petit groupe. Et donc, il me semble qu'on a un double mouvement qui peut se jouer dans le temps. Le premier, c'est celui de l'ouverture. Effectivement, l'ouverture des possibles, l'ouverture de l'action, et de l'autre aussi, bien le rétrécissement, le risque d'une forme de fondamentalisme au sens où bien l'existence se contracte sur sur des visions du monde étroites, sur des formes de vie qui sont de plus en plus réglées, normées, parce qu'elles doivent aussi tenir dans un monde qui vacille complètement.